j'ai vacciné bien désirable avec, elle m'a dit, ah bah, c'est presque bon. I think so there are things in different J'étais venu avant la deuxième. Voilà, moi ça j'ai trouvé. Je vais peut-être demander à Philippe Jory et à Sylvie Imbert de venir à la table. On va prendre quelques minutes de questions. S'il y a des questions dans la salle et des personnes pour donner les micros, ça sera formidable. Bonjour, docteur Vautier, je suis médecin hospitalier addictologue sur un service d'addictologie qu'on a créé il y a 10 ans. Je peux prescrire du baclofène. Je travaille aussi en relation dans notre réseau de soins avec les médecins qui sont en liaison au XAPA ou généralistes. Et très souvent, les hospitalisations de notre unité permettent de passer une phase de sevrage qui va limiter les effets secondaires du baclofène et permettre d'aller à des paliers plus efficaces. Ma question, c'est sur les patients non dépendants qui ont... étant donné que le baclofène demande un titrage, demande une prise quand même très régulière, même si on le prend aux heures buvables. Mais c'est les patients qui sont capables de rester 3 mois sans boire et qui ont des périodes où ils ne gèrent plus. Alors dans ces cas-là, est-ce qu'il faut qu'ils soient sur tout le temps sous baclofène pour des périodes qui arrivent avec des périodes assez longues d'abstinence et des périodes de grand n'importe quoi? J'ai quelques patients comme ça qui ont bousillé leur vie parce que c'était vraiment terrible la façon dont quand ils avaient leur crise, comme ils disaient. Et j'ai pas trouvé d'autre moyen que de les mettre sous baclofène au long cours à des fortes doses. Je pense à un patient qui a été rapatrié en France et qui quasiment SDF, alors que c'était quelqu'un de très brillant dans un autre pays avec beaucoup d'argent. Il a tout vraiment. Il avait des crises une fois tous les 15 jours ou 3 semaines. Donc il a tout perdu. Il s'est retrouvé donc chez ses parents en France et on n'a pas trouvé d'autre solution que de le mettre sous baclofène et tous les jours. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Quand on aura si on a d'autres formes, on pourra imaginer. Alors on peut, c'est vrai que le namelphène est ciblé là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça arrive. Il ne sait pas. Il dit d'un seul coup, ça me prend et c'est plus fort que moi et je ne peux rien y faire. Et il ne peut pas prévoir à l'avance. On a beau travailler là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement de vie? Non, vraiment, on n'a rien trouvé par rapport à ce qui pouvait être facteur déclenchant. Voilà, donc je dis, écoutez, on peut essayer de vous donner un traitement au long cours. Donc, comme ça, je vais donner, il est à 40 comprimés par jour, il n'a plus aucune crise depuis 1 an. Mais, alors qu'avant, c'était tous les 15 jours. Et il a très peur de diminuer aussi, parce qu'il se dit, si je diminue, mais il supporte très bien. Et il a retrouvé une activité, et il pense repartir. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas, et on peut pas généraliser ce genre de pratique, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'on est très embêtés. On est très embêtés, parce que, surtout s'ils ont besoin d'une forte dose. Et puis on ne sait pas quelle est la bonne dose, puisque quand ils n'ont pas de crise, ils n'ont pas de crise. Donc, je sais pas. Non, c'est très difficile. C'est vrai. Si on va vite, il y a la voie des antagonistes opiacés. Et d'ailleurs, là-dessus, il m'est arrivé 2 ou 3 fois l'histoire suivante. Je me souviens d'un patient, un monsieur, enfin, je ne pouvais pas imaginer un instant, c'était stupide, mais c'est comme ça qu'il avait pu être héroïnomane. Et j'ai oublié de lui poser la question. C'était il y a relativement longtemps. Je l'ai mis sous Révia et il est revenu en me disant, je lui ai dit, alors, catastrophe, etc. Je reprends l'interrogatoire. Il avait été consommateur d'héroïne entre, je sais pas, bon. Donc, il y a 2 grandes voies. Il y a la voie des antagonistes opiacés et puis il y a la voie GABAergique. Et je ne comprends pas bien pourquoi est-ce que l'Alcover est toujours pas en France. Ou plutôt, je vais formuler même autrement, pourquoi est-ce qu'il n'y a d'Alcover, enfin de GHB, qu'en Autriche et en Italie? Et comment ça marche? Enfin, parce qu'a priori, c'est intéressant comme idée d'avoir un médicament qui, d'une certaine manière, en termes de mode d'action, a des proximités avec le baclofène. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse précise sur la commercialisation de l'Alcover. Renaud, peut-être? L'Alcover, c'est
c'est la drogue du violeur. Hein, c'est le GHB. Non, je veux dire, c'est un baclofène qui a 10 fois plus d'effets indésirables que le baclofène. Ça crée des dépendances, ça met dans un potage invraisemblable. C'est un baclofène dont personne ne veut. Alors c'est vrai que ça met dans un potage souvent très agréable. Hein, les personnes... enfin bon, allez. Non mais moi je peux répondre parce que j'ai essayé le GHB pendant quelques années. Et en effet, ça marche très bien, on n'a plus envie de boire. Mais comme disait Renaud, très facilement, ça n'enlève pas le craving, ça le remplace. C'est-à-dire que c'est facilement addictogène et on peut facilement vouloir augmenter les doses pour un effet ludique, etc. Donc c'est mitigé. Est-ce qu'on peut vivre avec? C'est la question. Est-ce qu'on peut vivre avec? Oui, mais alors, moi, pour l'avoir essayé... Pour diminuer les doses, c'est beaucoup plus compliqué. Pour quelqu'un qui a un terrain qui est pas très net du point de vue du circuit de la récompense et tout ça, c'est très difficile de le baisser. Enfin, moi, c'est mon expérience que j'en ai eue. Frédéric Sorge, je suis addictologue et pédiatre. Et j'ai une question concernant la prévention de l'alcoolisation fœtale. Est-ce qu'il y a des études de cas cliniques sur l'utilisation de baclofène chez les femmes enceintes? Moi, j'ai rien lu, en tout cas. J'ai rien lu. Sur le site dont je viens d'oublier le nom, là, le CRAT, le baclofène n'est pas répertorié comme extrêmement tératogène, mais à part ça, je ne sais pas qui c'est qui prendra le risque de prescrire le baclofène à une femme enceinte, je crois pas. Sauf si, enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Voilà. Si on regarde la Bible des pharmacologues qui s'appelle le Martindale, ce n'est pas une contre-indication. Dans le Vidal, qui n'est pas la Bible des pharmacologues, puisque c'est payé par l'industrie pharmaceutique, ce principe de précaution prédomine. Donc, tout médicament est contre-indiqué, enfin, n'est pas désirable. Moi, j'ai eu plusieurs patientes. On a eu le même problème avec la buprénorphine. Hein, on disait qu'il faut les mettre sous méthadone. Les patientes héroïnomanes qui étaient sous traitement dit de substitution et qui étaient enceintes, on nous disait qu'il faut arrêter la buprénorphine et puis il faut les mettre sous méthadone parce qu'on avait du recul. En fait, maintenant, on donne aussi la buprénorphine parce qu'on s'est aperçu, mais on ne peut pas faire d'études, on n'a pas le droit. Donc, en fait, les études, c'est simplement des cohortes rétrospectives et de la pharmacovigilance. Donc, il y a un certain nombre de femmes, j'en connais au moins 2, qui ont eu des grossesses sous baclofène en tant que sclérose en plaques, où il n'y a pas eu de problème, je veux dire. Mais bon, on ne peut pas... Je veux dire, le principe de précaution en France, qui est maintenant inscrit dans la loi, en tout cas, ne nous permet pas de faire d'études sur ça. Donc voilà, je suis désolé de... Mais si j'ai une patiente qui est sous baclofène pour des problèmes d'alcool et qui est enceinte, alors j'en ai eu une récemment, je peux vous dire, qui a fait une FIV, qui était sous baclofène, lithium, et puis je ne sais plus quel neuroleptique. Donc là, on a de gros problèmes, parce que la gynéco, c'était une gynéco qui a accepté de lui faire une FIV, a commencé à s'enseigner partout, et personne ne pouvait lui répondre. Mais tout le monde lui disait, il vaut mieux... par contre, on lui a fait arrêter le lithium. Il vaut mieux prendre du baclofène que de boire. Bah, c'est la réponse. Parce que boire, on sait que c'est dangereux. Baclofène, a priori, ça ne l'est pas, mais bon. Voilà, je voulais savoir, dans l'étude que tu as faite, les patients buprénorphine et méthadone, donc il y avait 11 baclofène et 9 placebo d'un côté et 6 de l'autre pour la méthadone. Qu'est-ce que ça donne, ces résultats je TSO plus baclo? On n'a pas encore regardé, parce qu'on est tellement dans les trucs de sécurité actuellement qu'on ne s'occupe pas trop des petits cas particuliers comme ça. Et pour nous, disons qu'on met ça de côté, mais on va s'en occuper. Ouais. En 2017, je te répondrai. Si ça donne quelque chose. Mais l'effectif est peut-être trop petit. Oui. Je ne sais pas. Mais bon, on n'a pas regardé encore. Tu sais, on a tellement de trucs là. Mais c'est intéressant de voir ce que ça donne. C'est juste un commentaire pour le baclofène dans la grossesse. Le baclofène a été utilisé depuis des décennies pour les femmes enceintes qui ont des scléroses en plaques, parce que c'est un groupe qui est vraiment susceptible à ça. Et donc je pense en fait l'expérience a été faite sauvagement, si vous voulez.
Oui, moi, je voulais aborder brièvement la question de la RTU, puisque Philippe, donc, tu l'as souligné dans les contre-indications. Bon, j'ai fait partie, puisque le comité maintenant a terminé ses réunions, du comité de révision de la RTU baclofène à la NSM. Donc j'y ai participé avec Bernard Granger. Donc je ne peux pas vous communiquer évidemment le compte-rendu puisque le rapport officiel n'est pas sorti, mais on a examiné le problème des contre-indications qu'a évoqué Philippe, qui effectivement sont complètement inapplicables en pratique clinique, comme celle des comorbidités psychiatriques associées et celle des co-addictions. Il est clair que ça, c'est des choses qui ne peuvent pas fonctionner en pratique. Donc logiquement, on a abordé tous ces aspects et il y a tout un tas de choses qui devraient évoluer dans la nouvelle RTU, puisque le but, c'était d'écrire une nouvelle RTU qui soit beaucoup plus fonctionnelle en pratique. Voilà, y compris, il y avait même la question qu'on a débattue du fait d'avoir essayé d'autres traitements avant de commencer le baclofène. Ça aussi, c'est une notion complètement stupide, parce qu'en gros, pour pouvoir prescrire le baclofène, il faudrait avoir essayé avant d'autres médicaments, alors qu'aujourd'hui, on le voit, il y a un nouveau profil de patients qui viennent nous voir, qui n'ont jamais pris de traitement avant, mais qui demandent à avoir du baclofène. On ne va pas leur dire non, il faut d'abord que vous échouiez avec la Otal et après je vous donnerai du baclofène. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on a examiné, qu'on a débattu. Il y a un rapport officiel qui va sortir et c'est vrai que la RTU, il faut qu'elle soit modifiée puisque vous le savez actuellement c'est un échec. Il n'y a que 6% de médecins prescripteurs qui utilisaient le cadre de la RTU. Donc dans l'attente de l'AMM pour le baclofène, qu'on attend tous avec impatience, il est indispensable que le cadre de la RTU et son contenu évoluent. Merci beaucoup. Je propose que nous passions à la session suivante avec les